Ici, il a le choix des armes. Son grenier est une vraie caverne au trésor. Il recèle près de 350 épées, armures en tout genre et même un canon. Les vestiges de son passé de cascadeur. Ce sont toutes des copies, mais elles ont toute une histoire. Cette dague, par exemple, celle-ci, dans L'Homme au masque de fer, a servi à M. DiCaprio à apprendre l'escrime. Ce sont des accessoires qui m'ont accompagné souvent toute ma vie, qui sont un petit peu chargés, parce que j'ai d'autres choses qui ont appartenu l'espace d'un film, à Gérard Depardieu, d'autres à Boranger, enfin bon, elles ont toutes une petite histoire. Jean-François Demange figure au générique d'une trentaine de films de cap et d'épée. La Reine Margot, Guillaume Tell, ici en photo avec les fines lames de L'Homme au masque de fer. Une doublure que l'on ne reconnaît jamais à l'écran, sauf lors de cette courte apparition dans Cartouche en 2009. Arrête! Arrête, t'es chaud! Baisse ton arme! Baisse ton arme! C'est pas à vous qu'on en veut, on est venu chercher la bachelette. Mademoiselle Larani, sous ma protection. Ce passionné d'histoire et cavalier émérite a démarré sa carrière cinématographique un peu par hasard. C'est Marco Ferreri qui l'a repéré en 1974 et lui a mis le pied à l'étrier. Marco Ferreri m'a engagé comme conseiller historique. Ensuite, il m'a demandé de doubler Marcello Mastroianni parce que Marcello Mastroianni et les chevaux, ça ne va pas très bien ensemble. J'étais conseiller historique pour le cinéma et cascadeur spécialisé dans les scènes d'action avec des comédiens à pied ou à cheval. Et ça a duré pendant un petit peu plus de 35 ans. Aujourd'hui, fini les cascades. Après des années de cinéma et de spectacles vivants, c'est avec armes et bagages qu'il s'est installé dans un petit village près de Saint-Jean-Pied-de-Port. À présent, il puise dans sa vaste collection d'accessoires pour créer des expositions historiques. Il lui arrive aussi d'en fabriquer quelques-uns. C'est l'ancêtre de l'armure, ça s'appelle une brogne à écailles et c'est lourd. C'est ce genre de choses que portaient en protection corporelle les Francs à Roncevaux. En ce moment, il travaille sur la bataille de Roncevaux pour une future exposition. Il a acheté et chiné de nombreux objets. Ça, c'est fait aujourd'hui en Inde, en série, mais je le patine complètement. Ces choses-là ont été faites pour le théâtre dans les années 1870. Des fois, je retrouve un lot, personne ne va acheter ça parce que ça sert à rien, mais pour peu qu'on lui mette une feuille d'or, qu'on commence à l'habiller un petit peu, cet objet a une deuxième vie. En arrivant ici, mon idée était de mettre tout ça au service du tourisme, c'est-à-dire de pouvoir monter des centres d'évocation, des expositions temporaires ou pérennes, de façon à permettre aux touristes de passage de connaître une partie du passé de la région concernée. Aujourd'hui, il collabore avec des centres historiques ou des collectivités locales. Pour la municipalité de Saint-Jean-Pied-de-Port, il a créé cette exposition permanente consacrée au chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Ce nouveau débouché pour les costumes, ça leur permet, à moi aussi d'ailleurs, d'avoir une deuxième vie. C'est-à-dire qu'ils ont leur passé au niveau du cinéma ou de la télévision, des fois du théâtre, et puis maintenant, ils prennent une autre dimension, puisqu'en fait, maintenant, ils se rapprochent du public, et même si ça reste muet, il y a quand même des scènes qui se racontent. Et pour reproduire au plus juste ces scènes du quotidien, il a étudié en détail la tenue des pèlerins, et s'est tout particulièrement intéressé à ce bâton de marche traditionnel, le bourdon. Un objet qu'il a décidé de rééditer. L'idée lui est venue lorsqu'il arpentait lui-même le chemin. Devant une petite église romane, je vois arriver deux pèlerins avec des bâtons de ski en carbone Kevlar. En tant que cascadeur, j'ai rien contre le carbone Kevlar, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Mais devant une église romane, un petit peu incongru quand même. Alors ça m'a agacé, je me suis dit, c'est quand même étrange, parce qu'au Moyen-Âge, il n'y avait pas de pèlerin sans bourdon. Il façonne lui-même les prototypes, puis se fait aider par un ébéniste de Cam. Non, je fais une boule plus petite parce que je veux faire un modèle d'enfant. J'ai une commande pour une première communion, alors
À partir des gabarits, l'artisan fabrique ensuite les bourdons en série avec une machine. Les copeaux, c'est pour, une fois que c'est poncé, c'est pour polir. Ça polit encore mieux que le papier de verre. Voilà, parce que ça fait un échauffement. C'est principalement en chêne et après on fait en buis. C'est selon les modèles qu'on choisit les essences. Une idée qui a fait mouche. Depuis qu'il a relancé la production de bourdons, Jean-François en vend une 50aine par an à des pèlerins ou des associations. Un objet dont il n'a pourtant pas encore percé tous les mystères. Son nom fait partie de son mystère. Au Moyen-Âge, à la Renaissance plutôt, il y avait une lance de guerre qui était courte, assez trapue, qui s'appelait une bourdonnasse. Alors, est-ce que c'est le nom d'une petite lance, puisque les jaquets, il fallait qu'ils se défendent contre des chiens errants ou des gens bien. Il n'y a pas de réponse. Des époques où l'on croisait le fer, qui le fascine toujours autant. Il a écrit plusieurs ouvrages sur les batailles qui ont fait rage au Pays Basque, et sur ces citadelles qui ne servaient pas uniquement à défendre les frontières. Une autre fonction des citadelles, c'était d'assurer aux vieux soldats qui avaient 20 ans de service ou plus une fin de vie digne. C'est-à-dire que ces gens-là étaient des fois partis à 14 ou 15 ans de chez eux, et le fait de les renvoyer chez eux, ça revenait à envoyer une bouche inutile. Donc les gens qui n'étaient pas amputés, qui étaient encore vifs, je dirais, on leur demandait pas vraiment un effort ici, on leur demandait de se montrer aux murailles, de donner une impression de garde. Mettre en avant des aspects méconnus du passé, redonner vie à des objets d'antan, une manière pour lui de ne pas être qu'un simple passionné, mais aussi un artisan de l'histoire.